Hello mes loulous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à ce nouveau podcast de la Solatitude. Aujourd'hui, je reçois un monument, un patriarche de la musique camerounaise. Bonsoir, Chalinele. Bonsoir. Bon, je vous préviens tout de suite que lui et moi là, c'est la même famille. Donc son frère, il rigole quoi. C'est bizarre de me voir dans mes ouais, comme on dit. Ah ouais, ça c'est sûr. Comment ça va? Moi, je me porte bien. En tout cas, merci d'être venu. C'est pas la première fois que je te reçoive face to face comme ça. Oui, c'est vrai. On a fait une émission, La Solatitude, il y a 4 ou 5 ans. Oui, je pense. Tu venais de sortir ton dernier album, quelque chose comme ça. Je pense que ce jour-là, tu avais pour inviter aussi Kofi Olomide. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Alors, ça fait au moins 5 ans. Oui, c'est vrai Kofi est passé avant toi. Voilà, nous avons fait de très belles photos. Avec Kofi, c'est vrai. Est-ce que vous vous êtes revus depuis? Disons qu'on s'est revus il n'y a pas longtemps au Cameroun. D'accord. Mais il était de passage. D'accord. Comment vas-tu alors depuis? Parce que on va parler de musique aujourd'hui. C'est vrai que oui, on va parler de ton métier, mais on va parler aussi d'autres choses. Non, mais on peut parler de tout. Je suis là. Donc, ça ne souffre de rien. Alors, tu as sorti dernièrement un single, c'est un single? Oui, il faut reconnaître qu'en ce moment... On va en parler, ça je voulais juste... En ce moment, je n'arrête pas. J'ai sorti un single, plusieurs singles. L'avant-dernier, c'était Ndolo Bokate. Et là, juste l'amour. Voilà. Et là, je viens de mettre sur le marché le tout dernier, Icône. Ok, d'accord. Mais pour ceux qui te découvrent, parce que moi, c'est vrai que je suis camerounaise, grandie au Bénin, j'adore le dire parce que c'est ce que je suis, bénino-camerounaise. Et donc, il n'y a pas que les Camerounais qui vont regarder ce podcast. Je voudrais que tu te présentes. Je voudrais d'abord dire, comme tu parles des Béninois, oui. Et tout ça, je voudrais savoir, parce que ça fait un bail que je suis plus allé au Bénin, parce que quand j'y allais, il n'y avait pas trop de goudron, c'est juste pour chaviter. Quand je partais de... Je ne sais pas ce que vous avez avec moi aujourd'hui, mais franchement... Non, mais tu veux savoir Quand je partais de mon hôtel, je voyais comment les bensekines tombaient. Ton hôtel, parce qu'il y avait trop de sable et tout ça. C'était pas très loin de l'aéroport, là, c'était le plus grand hôtel. Le plus grand hôtel. C'était le Sheraton à l'époque. Exactement. C'est devenu aujourd'hui le Sofitel. Voilà. Le plus grand hôtel de l'Afrique francophone. Non. C'est au Bénin, chez moi. Non, je me rappelle. Et au Cotonou, aujourd'hui, c'est Petit Paris. Il y a le goudron partout. Ah ouais, parce qu'avant... Oui, c'était avant. Ah ouais, c'est pour ça que... Non, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça, me disant qu'aujourd'hui, Charlie, tu ne peux plus le connaître. Non, tu ne peux pas. Parce que je me rappelle que, sans le savoir, je suis arrivé, je voulais aller en ville. Fais attention à ton micro. Oui, je voulais aller en ville et on m'a parlé je voulais prendre un taxi. On me dit, mais tu rêves ou quoi? Ah, mon toi, non, il n'y a pas de... Ici, il n'y a pas de taxi pour arriver en ville. Non. Il y a toujours eu les taxis à Cotonou, juste qu'il y avait plus de motos. Les émigrants. Oui, les émigrants. Et c'est vrai qu'il y avait plus de émigrants. C'était Mathieu Koriko qui était au pouvoir. Voilà, c'est ça. Et bien, le président Talon, franchement, il a fait un boulot formidable. Okay. C'est Cotonou aujourd'hui, tu ne peux pas reconnaître. Alors, vu qu'on est en train de parler de Cotonou, tu as la nostalgie, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a 2 ans, je suis reparti à Cotonou avec mon amie d'enfance, Nadine Lombat. On habitait à l'époque, quand on était étudiant là-bas, on était à Kadjoun. Et elle n'a pas reconnu la rue où elle habitait. Elle n'a même pas reconnu la maison où elle habitait. Tellement, il y a les rues partout, il y a le goudron partout, il y a les lumières partout, qu'elle n'a pas reconnu là où on habitait. Donc, Cotonou, c'est devenu le paradis. Non, c'est vrai. Même moi, aujourd'hui, je ne peux plus le connaître parce que je me rappelle que... Mais il faut que tu aies fait un tour. Quand je partais du Sheraton, on allait chez une dame camerounaise on allait manger le ndolé là-bas. Oui. Je pense qu'elle est décédée à ce moment-là. Voilà, donc, elle avait un hôtel, genre les armes de passe, c'est ça. Exactement. J'ai oublié son prénom, elle est décédée, ouais. Voilà, écoute, c'était un coucou pour mes frères béninois et on a un nouveau président de 49 ans. Bon là, on va fermer. On va parler un peu de musique. Est-ce que tu connais les artistes béninois? Artistes béninois, non. C'est vrai, il faut pas. Tu connais Angélique Kidjo? Ce qui est sûr, c'est que quand on parle de l'artiste béninois, je pense à Angélique Kidjo, je pense à Stella.
Voilà. Ah oui, parce que c'est là une histoire avec nous. Ben voilà. Voilà, c'est notre Angélique BS. Angélique Kidjo aussi, elle a une histoire avec nous. Ah bon? Bien sûr. Va alors le Congo, ça d'Angélique Kidjo, c'est quoi son histoire? Je connais Stella, mais Angélique Kidjo, je ne connais pas. C'est que c'est Briand qui a quand même eu à faire de l'artiste qu'elle est. Tout le monde le sait. Quand Briand a composé Oninive. Et Kamé Briand, paix à son âme. Oninive. C'était la première chanson d'Angélique Kidjo. Et comme quoi, les Ivoiriens se vantent que tout vient de, mais nous... Avant qu'elle ne devienne la grande Angélique Kidjo. Ah ouais, elle est passée par Kambé Briand. Il faut le reconnaître, c'est l'histoire. On ne peut pas la changer. On ne peut pas. Et je pense qu'elle le dit souvent, c'était pour te taquiner, mais sinon, elle le dit toujours. Elle parle toujours de Kambé Briand. Alors, ça va faire plus de 40 ans que tu es dans la musique. Oui, c'est vrai. Pourquoi avoir choisi la musique? Exactement, depuis 82-83. Pourquoi avoir choisi la musique? On ne choisit pas la musique, on est avec la musique. Ah bon? C'est ça la différence. C'est-à-dire, on a l'impression que forcer et faire ce que Dieu t'a donné comme talent, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Parce que la musique, c'est quelque chose d'inné. Okay. Et ceux qui apprennent la musique à l'école? C'est pour ça qu'on dit que la musique en elle-même, c'est l'œuvre de l'esprit. Parce que je peux me tromper. Hein. Écrire la musique, c'est comme aller à l'école. C'est ça. Mais maintenant, être auteur-compositeur, c'est autre chose. Parce qu'on est auteur-compositeur. Le reste, quand on devient musicien, on peut s'amuser à écrire, à faire des musiques qui vont même peut-être prendre. Mais quand on dit un artiste complet, auteur-compositeur, c'est cet artiste qui, quand on réveille cet artiste à minuit, on lui demande d'interpréter Belka Tobi. Il interprète Belka Tobi sans avoir à réfléchir. C'est ça le vrai artiste. La méga, la giga star. Je l'ai reçu dernièrement, on s'est bien amusé. Ça, et il m'a dit, Aïcha, je voudrais que tu saches que tu t'habilles bien parce que moi, je vais être bien habillée. Et j'ai fait tellement de efforts, je suis arrivé à tout rouge. Il ne m'a pas loupé. Hein. Et il m'a dit, toi, tu veux que j'aille chanter à l'Olympia? Eh bien, si moi aussi j'attendais les grands journalistes pour me recevoir, je ne serais pas ici. Oui, puisque Et il m'a donné une claque. Le seul défaut de Belka Tobi, c'est qu'il aime les bonnes choses. Ouais, il a une grande gueule aussi. Et quand on aime les bonnes choses, oui, justement, c'est pour ça qu'il aime les bonnes choses. Et quand on aime les bonnes choses, on est toujours combattu. Alors, quelle est ta relation avec Belka Tobi, justement? Mais disons que pour moi, il n'est plus un ami, il est un frère. Et j'ai découvert en lui quelqu'un de vrai. Contrairement, on ne peut pas dire que, bon, il peut arriver qu'il y ait des échanges, peut-être pas, qu'on n'arrive peut-être pas à se comprendre sur certains points. Mais en tant qu'homme, j'ai découvert en lui quelqu'un de vrai. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, depuis chemin faisant, nous sommes ensemble. Parce qu'on se dit que, bon, ok, on s'est retrouvés quelque part. Alors, parce que c'est un monde assez mystique, assez compliqué, et il y a trop de jaloux. Mystique? Il y a trop de jaloux. Il y a trop de jaloux et on ne peut pas faire autrement, on est obligé de faire avec. Alors, j'ai reçu Belka Tobi, on a parlé des droits d'auteur. Oui. Je ne sais pas si tu veux en parler. Et j'ai fait, tu me connais, Belka, il faut être bien trempé pour le prendre. Et donc, j'hésitais un peu, mais il me cherchait, c'était vraiment un ringora. Et je disais à Belka, je ne comprends pas comment est-ce que les artistes camerounais, il y a 30 ans en arrière, c'était les artistes camerounais qui disaient le la au niveau musical en Afrique. Aujourd'hui, vous avez reculé. En fait, les artistes camerounais sont comme le pays. Le pays, dans les années 80, les gens disaient qu'ils quittaient Abidjan, le Bénin, le Sénégal, pour venir passer le week-end au Cameroun, parce que c'était beau passer au Cameroun. Aujourd'hui, les gens fuient le Cameroun. Qu'est-ce qui se passe avec la musique camerounaise? Je te pose aussi. En tout cas, c'est une question que je vais poser à tous les artistes que je vais recevoir. Non, mais disons que moi, je suis souvent surpris quand on pose ce genre de questions parce que la musique en elle-même, c'est une roue qui tourne. Quand je dis la roue tourne, en parlant musicalement, je vais dire que dans les années 60, nos parents écoutaient de la rumba congolaise. Je me rappelle encore, mon père avait, comment on appelle ça, un meuble on appelait ça radio-meuble. Ils mettaient les grands disques là. On mettait les grands disques. Ouais.
Et quand on écoutait ces chansons, on écoutait les Makambomi Bale ou Mokili Mobimba. Donc c'était de la musique zaïroise. Mais après cela, les Camerounais sont arrivés. Ils sont arrivés forts dans les années 70, 80 et autres. Et c'était qui ces musiciens-là? Oui, ils sont arrivés quand ils ont commencé. Les Neleyum sont arrivés. Après Neleyum, les Manu Dibango. Après Manu Dibango, il y a eu dans les années 75, les Roosevelt. Toto Guillaume arrive en 76. Et Dinabel arrive en 78, 79. Et ainsi de suite. Nous, on arrive dans les années 80, 82, 83 avec les Ben Deka, les Moni Billet et tout autre. Nous étions nombreux et nous avons envahi le continent, comme on dit. Je me rappelle en 1984, quand je suis arrivé à Abidjan pour un spectacle. Je venais de sortir un de mes albums, La femme ne comprend jamais. La femme ne comprend jamais. Voilà. J'ai été reçu là-bas comme un prince. À l'époque, avec Lengal et Jojo. Quand je suis arrivé là-bas, mon Ibilé était comme un président de la République là-bas. Dans tous les maquis et autres, on n'écoutait que du Moni Bilé. Moni Bilé, lui, c'est vraiment le fils de la Côte d'Ivoire. Et à cette époque, je me rappelle qu'il y avait une des chansons d'un artiste ivoirien, peu à son âme, Ernesto Djedje, qui chauffait beaucoup là-bas. D'ailleurs, il est venu faire un spectacle au Cameroun. Il avait un morceau qui chauffait. Zibote. C'est le bras qui a chanté ça. Zibote. Ah oui. Ah oui, ça chauffait beaucoup au Cameroun. Ça chauffait. Il est mort, on a dit qu'il avait été empoisonné et tout ça. À l'époque, c'était lui, parce qu'en dehors de lui, en Côte d'Ivoire, on ne parlait que d'Alpha Blondy, on parlait de qui d'autre là. Il y avait un autre là qui était toujours en blanc, bref. C'était ça, le Cameroun était partout. Bon, mais les gars, ils n'ont pas dormi aussi. Ah oui. Pendant qu'on le disait, les Aérois à qui on avait damé le pion, ils n'ont pas dormi. Ils ont continué à travailler. Pendant ce temps, les Ivoiriens aussi ils ont travaillé. Ils ont d'abord ramené parce que tellement nous avons envahi leur tête qu'ils voulaient faire quelque chose. Mais en voulant faire cette autre chose, ils se sont retrouvés en train de faire les Bamapuka, les machins. Et Mapuka et autres, ce n'était que de la guitare camerounaise, où ils amenaient donc un peu d'obscénité pour essayer d'attirer le monde et tout ça. Et les gars n'ont pas lâché, ils ont travaillé au point d'avoir aussi leur musique. On parle d'aujourd'hui avec une musique. Alors que hier, quand on parlait des Ivoiriens, ils n'avaient pas de musique en tant que tel. Le seul monsieur dont on parlait en Côte d'Ivoire comme grand musicien, c'était Alpha Blondy. Parce qu'il était allé, le président lui avait donné l'occasion d'aller en Jamaïque pour enregistrer son album reggae, machin et tout ça. Donc, c'est un peu l'histoire. C'est pour ça que je dis que la musique, c'est une roue qui tourne. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de la musique camerounaise, tout le monde veut dire que non, la musique camerounaise ne ressemble à rien. Non. Elle est là. Mais sauf qu'il faut apprendre. C'est un peu comme dans le football. On dit aujourd'hui que le Cameroun n'a plus d'équipe. Le Cameroun a une équipe. Mais il faut savoir aussi qu'à un moment, on ne peut pas être toujours premier. Hein? Il faut savoir se dire que, bon, autres, ok, la roue a tourné. Pour l'instant, nous ne sommes pas premiers, mais nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons travailler pour retrouver cette place. Mais ne pas dire que, parce que le Camerounais de la rue, quand tu vas le voir, il va dire, ah, non, le Cameroun, ça ne sert plus à rien. Pour la musique, je n'écoute plus. Alors, là, tu me dis que la roue tourne. On a parlé de la Côte d'Ivoire, on a parlé du Congo, hein, qu'après le Congo, les Camerounais ont pris la relève. Après, les Camerounais, les Ivoiriens ont fait, en fait, ça a tourné entre... C'est vrai que la musique tourne beaucoup plus entre les trois pays. Même si après, il y a le Mali, il y a le Sénégal, c'est beaucoup plus ces trois pays. Non, mais là où ça a même trop pris, c'est que nos voisins nigériens, hein, ils sont arrivés, nigériens plutôt, ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, leur high life, ils ont essayé d'amener un plus dans le high life. Et ça a pris. Malheureusement, tous les Camerounais ne sont pas comme Charlie Nelly.
En parlant de ça, est-ce que Charlie Nele vit de son art? Mais sinon, je ne serais pas ici. Parce qu'il y a des Congossas. Moi, quand quelqu'un vient ici, je m'arrête tout chercher le Congossa. Parce que le Congossa, maintenant, sur Internet, c'est versé. C'est normal. Il paraît que Charlie Nele ne vit pas que de la musique. C'est pour ça qu'il ne se plaint pas. Il est toujours bien habillé. Il est toujours dans sa voiture. Au Cameroun, apparemment, il vit dans une très, très, très belle maison. Disons que Charlie Nele a sorti des chansons. À succès. Des chansons à succès qui ont marché. Qu'on le veuille ou non, Charlie Nele est un héritier. D'accord. Et qui peut vivre de ce que son père a laissé, sans avoir besoin de prendre un micro. Et Charlie Nele allait à l'école? Et non, ça blesse certains, mais... Non. Ça blesse certains, mais n'en déplaise, mais je suis assureur de profession. Non, il faut qu'on en parle parce que au départ, les gens disaient que les artistes étaient les analphabètes, comme les footballeurs. Les artistes n'allaient pas à l'école. Mais Dieu seul sait que parmi les artistes camerounais, il y en a plein qui ont bac plus. Non, ça c'est sûr, ils sont nombreux. Voilà. Ils sont nombreux. Pourquoi nous avons des artistes ministres? Peter Mkoko est ministre. Je pense que Peter Mkoko est ministre, donc, et il a fait ses preuves. Ils sont nombreux comme ça. Alors, c'est quoi le problème? Parce que Berga Tobi, il n'a pas trop aimé que je parle de ça, mais bon, comme il est prêt, comme on dit au pays, il était prêt. C'est quoi le problème? Parce qu'au Congo, les droits d'auteur, moi, je n'ai jamais entendu les Congolais, sauf si je me trompe, parler des droits d'auteur. On dirait que là-bas, c'est carré. En Côte d'Ivoire, c'est sûr et certain, c'est carré. Pourquoi le Cameroun a un problème avec les droits d'auteur? Qu'est-ce qui cloche? Non, le Cameroun a un problème avec les droits d'auteur. Je ne dirais pas que le Cameroun a des problèmes véritables avec le droit d'auteur. Le problème au Cameroun, je le dis à qui veut l'entendre, au Cameroun, c'est une histoire, c'est les politiques qui nous dérangent un peu. Parce que vous savez, le droit d'auteur est une, comment dirais-je, la société du droit d'auteur, en fait, est une société civile. Elle n'a rien à voir avec l'État. C'est-à-dire, en tant que société de droit d'auteur, tout ce que nous attendons de l'État, c'est un agrément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons monté notre société en tant qu'auteur-compositeur. Nous avons besoin de travailler. Et pour travailler, il faudrait, comme dans toute société, bien sûr, on demande un agrément. Donc, cet agrément amène l'État à avoir un droit de regard. L'État n'a rien à voir avec cette société civile. Mais le malheur pour nous, contrairement aux autres pays, c'est que l'État a mis l'œil. Et l'État est allé jusqu'à créer leur propre société qu'ils ont surnommée, ou c'est la CCOGC, je ne sais pas. Une société de droit d'auteur? Non, pas une société d'auteur, mais une société de contrôle qui est là pour contrôler le droit d'auteur. Dans aucun pays au monde, ça n'a jamais existé. Donc, du coup, ils ont le regard sur les rentrées d'argent de cette société de droit d'auteur. Jusque-là, c'est pas grave. Non, je dis, ils ont le droit de regard. Et à partir du moment où ils ont le droit de regard, ça veut dire qu'ils font de cet argent des artistes ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, quand cet argent arrive, au lieu de satisfaire les artistes, eux, ils viendront déjà dedans prendre un pourcentage qu'ils ne devraient pas prendre. Deuxièmement, au Cameroun, l'artiste n'a pas de statut. Il faudrait déjà que l'État accepte de donner un statut à l'artiste, que l'Assemblée puisse voter, qu'à partir d'aujourd'hui, l'État reconnaît un artiste comme tel. Nous n'avons pas ça. Nous avons des problèmes de copie privée qui permettent à la société de contrôler tout ce qui rentre comme support concernant tout ce qui est son sonore, machin et tout ça au Cameroun pour faire des recouvrements. On ne nous donne pas cette possibilité. Pourtant, Dieu seul sait que si on laissait l'artiste travailler, si on nous laissait travailler comme cela se devrait, l'artiste devait pouvoir vivre de son art.
Alors, ce sont des choses pour lesquelles nous combattons. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Sam Binde est vu comme un mauvais pion. Parce que oui, Dieu lui a donné cette chance. C'est quelqu'un qui a aimé tout ce qui concerne le droit d'auteur. Et il a tout fait pour connaître véritablement ce que c'est que le droit d'auteur. Et je le dis toujours, tant pis pour ceux qui peuvent raconter n'importe quoi. Il a aimé, il a fait des recherches. Aujourd'hui, parmi ces gens qui peuvent redresser le droit d'auteur au Cameroun aujourd'hui, Sam Binde est parmi. Mais malheureusement, c'est notre pays. Je me dis toujours qu'avec le temps, les choses devraient aller. Mais dites-vous qu'au Cameroun, si les choses sont bien organisées, l'artiste devait pouvoir vivre de son art sans aucun problème. Alors, si moi je te comprends bien, ça veut dire que pendant que Sam Binde était PCA, parce que moi, Sam Binde, quand il avait seulement l'idée dans la tête encore, j'étais à Cotonou, c'était en 96, je ne sais plus quoi, c'était avec Alain Foucault. C'est comme ça que j'ai connu Sam Binde avec Alain Foucault le même jour. Il avait ça dans la tête. Cette histoire de droit d'auteur, il n'était pas encore installé vraiment au Cameroun. Hein. Il avait ça dans la tête. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a vraiment aimé, il adore la musique, il adore les trucs de droit d'auteur. Alors tu vas me dire que pendant que lui il était PCA, les artistes s'en sortaient mieux que maintenant? Pendant qu'il était PCA, oui. Lui, il savait au moins ce que c'est que le droit d'auteur. Okay. Et il essayait de gérer comme quelqu'un qui gérait les droits d'auteur. Parce que le problème avec les droits d'auteur, les gens ont l'impression que c'est une œuvre sociale. Ce n'est pas une œuvre sociale. Le droit d'auteur n'est pas une œuvre sociale. Le droit d'auteur, c'est quoi? Plus tu produis, plus tu gagnes. Et c'est l'une des raisons pour laquelle tu vas donc rencontrer des problèmes tels que une personne qui a sorti un album en 1990 ou en 1970, il y a des répartitions. Cette personne, on lui dit que Petit Pays a eu 1 million. Lui, il vient carrément à la Sonacam, puisque c'est la Sonacam qui existe aujourd'hui. Il va arriver, il va dire, vous vous rendez compte, moi, à Tangana, quelque chose. Quand je sortais mon disque en 1965, Petit Pays ne savait même pas s'il devait. Et aujourd'hui, on fait des répartitions, on donne 1 million à Petit Pays. Et moi, à Tangana, on me donne 5 000 francs. Mais pas ce Petit Pays produit plus. Mais c'est tout simplement parce que quand c'est des répartitions d'exécution publique, qui sont les droits d'auteur, on ne peut donner que aux personnes dont les œuvres sont exploitées, c'est-à-dire qui passent à la télé, à la radio, les radios partout. Ben oui, parce que toutes les radios normalement devaient être documentées, toutes les radios devaient avoir des fiches. Ah, comme ici en France. Hein. Voilà, des fiches. Et les régisseurs sont là pour remplir ces fiches. Et les agents de la Sonacam devraient donc faire le tour pour récupérer les fiches et travailler sur ces fiches-là pour pouvoir permettre une bonne répartition. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas au Cameroun. Aujourd'hui, on fait des répartitions à la tue-tête. C'est-à-dire, quelqu'un, on dit tout le monde, on donne 25 000 à chacun. Voilà. Ce ne sont pas des répartitions. Et c'est pour ça que certaines personnes, donc, en veulent à Sam Binde. Parce que quand Sam Binde était là, lui, il faisait de la vraie répartition. C'est-à-dire, il n'y avait pas de raison qu'il te donne l'argent si tu ne passes pas dans les radios. Il n'y avait pas de raison qu'il te donne l'argent si les fiches qu'il reçoit ne prouvent pas que tes œuvres ont été exploitées. Il n'y avait pas de raison qu'il te donne l'argent. Alors, quand tu regardes dans les réseaux sociaux, quelqu'un dit, oui, moi, j'ai eu 100 francs, l'autre j'ai eu 7 000 francs, machin, aujourd'hui. Parce que cette personne qui dit qu'elle a eu 7 000 francs, aujourd'hui, elle est fière de gagner 25 000. Puisque les 25 000 là, elle ne mérite pas ces 25 000. Eh oui, c'est ça.
Donc, c'est la mafia chez vous Et, maintenant. voilà. Et c'est ça, donc, le vrai problème du droit d'auteur. Donc, c'est pour ça que là, il faudrait amener les gens à travailler pour pouvoir gagner. Ne pas penser que parce que tu es arrivé à la Sonacam, tu es venu avec un support. Déjà, il y a même un problème. C'est que tous ces artistes qui sont là aujourd'hui, ils se disent quoi? Ils se disent artistes. Mais ils ne sont pas artistes. Ils sont quoi? Ils ne sont pas artistes. Ils veulent devenir artistes, mais ils ne sont pas encore artistes. Ah bon? Parce que quand tu viens avec un support, un CD, pour faire la déclaration de ton œuvre, on te demande par exemple de payer 1000 francs pour la déclaration de ton œuvre. Quand tu donnes cette œuvre devrait passer à la commission d'identification. Et après la commission d'identification, on va regarder, et le titre que tu as donné, est-ce qu'il n'y a pas un titre similaire, machin et tout ça? Parce qu'on ne peut pas accepter que tous les titres, tu dis Ndomé, et il y a 10 000 Ndomé. Ah ouais, à qui devrait-on donner, donc à qui devrait revenir les droits d'auteur quand le Ndomé va arriver, machin, tout ça? Il y a tout ce travail qu'on devrait faire. Et maintenant, sorti de là maintenant, il va falloir que la commission d'identification puisse donc te reconnaître en tant qu'auteur-compositeur. Et quand la commission d'identification a terminé, on envoie donc ta fiche maintenant au conseil d'administration. Et c'est le conseil qui siège et qui décide donc qu'à partir d'aujourd'hui, on te reconnaît comme membre de la SOCAM ou de la SONACAM, ou je ne sais plus. C'est comme ça que les choses devraient se passer. Mais aujourd'hui, avec cette espèce de cacophonie qui existe, tu peux te lever un matin, hier tu étais adhérent, une semaine après, on vient dire... Non, on vient dire tu es sociétaire. Alors que quand on regarde dans ta discographie, on ne connaît même pas tes chansons. Donc voilà le véritable problème du droit d'auteur. Et c'est pour ça que tant que comment dirais-je, nous n'allons pas nous arranger à faire en sorte que chacun puisse reconnaître ou connaître sa place. Mais le Cameroun est quand même formidable. Hein. Je me rappelle que ça avance en BD que Feu Manu Dibango était PCA. Oui, c'est ça. Mais je n'ai jamais compris comment est-ce qu'un monument comme Manu Dibango est PCA dans un pays et ça ne marche pas. Et les Camerounais ont quand même trouvé qu'il était incompétent. Non, dire que Manu Dibango était incompétent. Manu Dibango n'a jamais été incompétent. C'est d'ailleurs l'une des personnes qui a été PCA et qui n'a jamais touché à son salaire. Parce que je me rappelle à l'époque qu'il avait droit à 500 000 francs de salaire par mois. Mais il ne les a jamais touchés. Le seul problème de Manu qu'il a eu, c'est que il a vécu longtemps en Europe. Ah ok, d'accord. Il a vécu longtemps en Europe et il voulait faire comme les Européens. C'est-à-dire il était PCA. Et c'est vrai que c'est un problème aussi au Cameroun. Oui. Lui, il est PCA. Oui. Il n'est pas gestionnaire. Non. Il est PCA. Donc, il nomme un gestionnaire. C'est le gestionnaire qui gère. Qui gère, oui. Lui, il attend le conseil d'administration pour demander au gestionnaire, au fait, nous avons dit qu'on avait besoin de tant de millions. Mais qu'est-ce qui se passe parce qu'on ne voit pas ces millions entrer? Ah ouais, ça passe pas. Et à ce moment, on essaie de voir si ça ne va pas, on change de gestionnaire. Parce que le droit d'auteur, c'est un problème d'aller recouvrer de l'argent et ramener cet argent et distribuer aux artistes. Donc, à partir du moment où tu ne remplis pas ces fonctions-là, et immédiatement, il peut changer. Mais le problème de Manu, c'est que Manu, lui, ayant vécu longtemps ici, il gérait comme les Européens. Il a dit qu'il n'avait pas besoin d'avoir même un bureau. Oui, chacun son travail. Lui, il est président du conseil d'administration. Il a nommé quelqu'un qui est là pour travailler. Il viendra poser des questions à cette personne de temps à autre pour savoir comment ça se passe. Mais malheureusement, les Camerounais, eux, ils avaient besoin de quelqu'un qui a un bureau, ils vont venir raqueter. Voilà, de quelqu'un chez qui ils viendront dire que mon enfant est malade. On veut manger les bobolos aujourd'hui. On n'a pas de bobolos. Et comment on fait? C'est vrai. Mon enfant est malade. J'ai vu ça chez Sambende. Voilà. J'ai vu chez Sambende quand il avait ses bureaux à Akwa. Voilà.
dans une rue là. Les gens venaient, mon enfant veut aller à l'école. Voilà. Et je regarde Sam comme ça. Je dis, c'est quoi? Il me dit, Aïcha, je suis désolé, je suis obligé d'avancer. Oui. J'ai vu des gens venir, mon enfant est malade. Je vois Sam Benedi au comptable. Avance de l'argent. Je dis, mais comment tu avances l'argent à un artiste? Il me dit, tu veux quoi? Que je laisse son enfant crever à l'hôpital? Mais c'est compliqué de gérer des gens comme ça. Ouais, donc c'est un peu ça. Et comment dirais-je, Manu a compris que c'est pas possible. Ces gens, ils n'ont rien compris. Parce qu'avec Manu, on aurait pu aller très loin. Vraiment. Mais il a compris que ces gens, tels que ça se présente là, c'est vouloir tenir mon image pour rien, pour ces miettes et tout ça. Les miettes, bah oui. Je préfère me retirer. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Sambenda a pris. Et malheureusement, ça a été toujours le même problème. Donc, en fait, les artistes n'aiment pas les vrais PCA. Non, non. Parce qu'il y a trop la corruption au Cameroun. Oui, mais parce que les artistes qui travaillent, qui travaillent véritablement, ils ne s'occupent pas du droit d'auteur. Ils attendent tout simplement qu'on les appelle pour leur dire qu'aujourd'hui, on est en train de repartir. Comme dans un pays normal. Voilà. Donc, les artistes que tu vas voir parler du droit d'auteur, c'est des artistes qui ne produisent rien. Ah bon? Et qui sont, oui. Qui attendent que ça. Et qui sont, qui sont à longueur de journée dans les forums pour parler du droit d'auteur qu'ils ne maîtrisent même pas. Mais ils sont là à longueur de journée à parler du droit d'auteur. Mais si on fait asseoir cet artiste qui parle du droit d'auteur, on lui pose la question que toi qui parles du droit d'auteur, qu'est-ce que tu as produit? En parlant de ça, justement, quand j'ai eu Belga Tobi, j'ai reçu Belga Tobi, on a parlé des droits d'auteur. Et sur ma page, j'ai vu des gens venus parler, ils parlaient. Parce que j'avais parlé de Charlotte du Panda par rapport au concert. J'ai dit que je ne comprends pas comment est-ce qu'un artiste peut faire l'Olympia, peut faire le Zénith, peut faire la Cigale. Et d'un coup, là, tu vois l'artiste à Nanterre et Belga Tobi me donnait des raisons pour lesquelles les artistes peuvent se retrouver en train de chanter au bas-fond d'un quartier parce qu'il y a des factures à payer et justement parce que les droits d'auteur n'existent pas. Même en dehors des factures, je suis un artiste. En dehors du contrat que je peux signer avec un promoteur de spectacle, je suis un artiste. Et je suis libre. À moins que je n'ai un contrat bien spécifié où on m'interdit de faire certaines choses. Mais pour l'image de l'artiste. En tant qu'artiste. Oui, pour l'image. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. L'image, c'est quoi? L'image, c'est que, comme je suis là, oui. Si Aïcha Sol fait le baptême de son fils et que Aïcha Sol a les moyens de payer mon cachet. Si Aïcha Sol me demande de venir chanter même dans son salon, je viens parce que c'est mon travail. Je viens parce que c'est mon travail. Bon, écoute, je ne parlerai plus de ça. Voilà. Je viens parce que c'est mon travail, parce que personne ne m'interdit, c'est mon travail. Mais maintenant, de là à aller se prostituer pour aller chanter pour 1 centime ou machin, là, c'est autre chose. À ce moment-là, je vais te dire, oui, ok, je comprends que tu ne peux pas partir du Zénith et te retrouver en train de chanter dans des boui-boui. Mais si tu me demandes de venir chanter dans un boui-boui, moyennant ma valeur... Qu'est-ce que tu appelles boui-boui? Hein? Qu'est-ce que tu appelles boui-boui? Boui-boui, ça veut dire que je peux aller dans un ganda. C'est quoi un ganda? Un ganda, c'est comme un circuit, comme on appelle régulièrement au Cameroun. Parce que moi, je vois les artistes ici à Paris. J'ai parlé justement encore avec Belga. J'ai dit à Belga Tobi, est-ce que pour l'image de l'artiste, un artiste confirmé, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a des gens qui sont artistes, mais ils ne sont pas encore artistes. Oui. Là, je parle des vrais artistes confirmés, des gens qui nous ont fait rêver, qui ont quand même sorti des hits. On les voit à Paris ici, chanter partout. Ils deviennent presque vulgaires. Non, mais ces artistes qui chantent partout, ils ont fait un choix de vivre en France. Et Dieu seul sait que la vie en France n'est pas facile. Oh là 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 là, vous avez le même discours. Non, Dieu seul sait que la vie en France n'est pas facile. Et quand je dis que la vie en France n'est pas facile, il y a beaucoup d'artistes qui sont là, qui n'ont même pas de sécurité sociale. Et s'il te plaît, Dieu seul sait que quand tu te retrouves face à une maladie, ça devient très, très compliqué. Mais ils vivent ici. Mais généralement, en France, tout le monde est soigné. Donc,
Il y a la CMU, je crois que c'est CMU. Il y a un papier pour... je pense qu'il y a Non, pour même la CMU, il faut que tu sois déjà enregistré quelque part. Il faut que tu aies une adresse, je crois. Je dis, il faut que tu sois enregistré quelque part. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'artiste que tu vois aller partout. Qui nous faisait rêver. Qui t'a fait rêver, voilà. à la limite. Qui t'a fait rêver et tu le vois aller partout. Mais c'est justement parce que il y a un proverbe qui dit que comme tu fais ton lit, comme tu te couches. Voilà. Et il y a des choses dans la vie qui ne nous pardonnent pas. C'est-à-dire, quand Dieu a voulu pendant un moment que tu sois là-haut, il faut t'arranger en te disant que du jour au lendemain, la roue peut tourner. Parce que Dieu n'accorde pas la chance il accorde la chance à tout le monde. Mais chacun a son étoile, chacun a sa façon de prendre la vie, chacun sait comment gérer sa vie, mais il faut faire très attention. Parce que déjà, la vie en elle-même aujourd'hui, nous le savons tous, il y a tellement de jaloux autour de nous que quand toi, artiste, tu as du succès, autour de toi, il n'y a que des ennemis. Ah ben là, tu m'ouvres une porte, je ne te coupe pas, mais là, tu ouvres, tu me donnes une brèche là. Non, tu peux finir? Oui, je veux finir. Voilà, vas-y alors. Je dis que autour de toi, tu n'as que des ennemis. Et ces ennemis qui sont autour de toi, tu as l'impression que ce sont tes frères. Mais ce ne sont pas tes ennemis. Parce que ces amis dont tu penses que ce sont tes frères, ils veulent être comme toi. Et comme ils ne peuvent pas être comme toi, ils veulent te détruire. Ils vont chercher à te détruire et ils deviennent tes ennemis. Alors, justement, en parlant de ça, il y a, je crois, l'année dernière, excusez-moi, mais Loulou, je vais faire du riz couché, comme on dit en Côte d'Ivoire. Riz couché en Côte d'Ivoire, c'est un riz qu'on réchauffe. Voilà, moi, je vais réchauffer mon riz sauté. L'année dernière, Charlie Nélé, j'étais assise dans mon canapé comme ça, et j'ai pris mon téléphone, papa, je regardais le Congo, ça sur TikTok. Bam! Je tombe sur, comment on l'appelle encore, ma copine là, Lolita, la baronne, je sais son nom parce que c'est ma copine, était dans un direct et il y a un monsieur qui disait que tu lui as volé, si je peux me permettre, tu lui as volé une Clio. J'ai appelé mon frère, je ne sais pas qui j'ai appelé un ami, on a mis en commun. J'ai appelé, j'ai dit, excuse-moi, allô? Est-ce que tu as vu ce que je vois là? Il paraît que Charlie Nélé a volé une voiture de son ami. Et la voiture est partie avec les Romains au Cameroun, blablabla. Bla, bla. Grand frère, je ne te mens pas. Nabo, il sonne. Si je te dis que, là, ça veut dire qu'à la minute là, j'ai eu honte. J'ai dit, pardon? Parce que je te connais de quelqu'un de très classe, de très épicurien, est-ce que tu comprends? Mais que bam, je vois dans un direct de Lolita, et un monsieur qui dit oui, il m'a volé ma voiture. S'il te plaît, maintenant que j'ai l'occasion de t'avoir en face, je veux bien avoir ta version. Non, déjà, ça me fait rire, mais déjà, ce que je voulais dire, déjà, c'est que... Ton café est froid. Oui, pour voler une voiture, comment on dit? Quand on dit voler la voiture, déjà, quand on parle de vol, d'après ce que moi je connais, personne ne peut voler et montrer que c'est lui qui a volé. D'accord. Quand on vole pour ne pas savoir que c'est toi qui as volé. C'est pour ça qu'on dit voler. Oui. Parce que tu voles. C'est fait dans le dos. Voilà, c'est fait dans le dos. Personne ne doit savoir que tu as volé. Donc, voilà une histoire. Je vais être bref. Je ne sais pas si tu dois être bref, mais moi, il faut que tu expliques bien. Non. Pas un jeune frère à toi. Un jeune frère. Voilà. Je dis un jeune frère. OK. Qui m'appelle et je lui donne mon programme. Que je suis invité quelque part à Paris, à la porte de la Villette, chez une de mes cousines qu'on appelle Mundjonge. Je suis attendu là-bas avec mon cousin. Le micro, s'il te plaît, le Congo, ça, c'est sucré à moi. Pour Mundjonge, elle m'a appelé pour manger et tout ça. Je dis, OK. Il me dit, ouais, mon frère. Moi-même, j'ai des
petit souci. Normalement, si j'avais le carburant dans ma voiture, je serais venu te chercher pour qu'on y aille ensemble. C'est mon frère. Bien sûr. Il m'est arrivé plusieurs fois. 1, 2, 3 fois, je ne dis pas non. Qu'il m'invite chez lui, qu'il me dise que oui. Viens passer le week-end. Oui, quand toi tu viens ici, tu dépenses de l'argent dans les hôtels, machin, c'est vrai. Tu as ta soeur, tu y vas. Mais moi, je suis ici seul. Entre nous, les hommes, on fait nos 400 coups. Il y a machin, tout ça. Je n'ai pas trouvé ça mauvais. Parce que moi, je suis en France depuis 1980 et je sais ce que j'ai fait pour les autres. Donc, pour moi, un jeune frère qui me propose ce genre de choses, je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne le ferais pas. Surtout qu'il n'a pas insisté, parce qu'il n'est pas mon ami. Je suis un ami à son frère aîné. D'accord. Père à son âme, Foula, qui était un ami. Et lui, je l'ai connu quand Foula l'a fait venir en France pour qu'il s'occupe de la plonge dans son restaurant en République. C'est comme ça que moi, je l'ai connu. Et je l'ai adopté comme un frère. Vous vous connaissez il y a longtemps, alors? Oui, je dis bien longtemps. Son frère avait un restaurant à République. Donc, j'ai dit, OK, voilà quelqu'un qui est toujours près de moi, qui vient, qui me dit, oui, écoute, je te vois avec certaines personnes-là, c'est des personnes qui ne te méritent pas. Pourquoi est-ce que tu te balades avec ce genre de personnes alors qu'elles ne te méritent pas? Hein, tu sais, avec moi, machin, oh. C'est un peu ça le discours. Donc, pourquoi pas? Je l'ai embrassé comme un frère. Et vraiment, on n'avait aucun problème. Aucun. Hein? Et ce jour-là, quand il a fallu qu'il m'accompagne, je lui ai dit, OK, je vais te mettre le carburant, tu vas m'accompagner. Et il m'a accompagné. Il a fait comment pour rouler chez lui, pour venir te trouver sans carburant? Il a dit qu'il n'avait pas de carburant, mais qu'il pouvait arriver OK, d'accord. vers moi. Donc, on s'est donné rendez-vous. Moi, j'étais à Goussainville chez ma soeur. Il m'a donné, il est là, s'il suit, il sait que je ne mens pas. Nous sommes arrivés, je suis arrivé à Saint-Denis. Il m'a récupéré à Saint-Denis. Nous sommes allés à la porte de la Villette. Nous avons passé toute la journée à la porte de la Villette. Et je ne lui avais pas encore mis le carburant. Mais moi, je voulais continuer. Je sortais de Genève. Je lui ai dit, bon, OK, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me déposer au Coq Noir. À côté du Coq Noir, il y a une station, de service. On va y aller. Et avec ma carte nickel, je vais te mettre le carburant. Et c'est ce qui a été fait. Nous sommes allés avec ma carte nickel. Je lui ai mis le carburant de 50 €. Carte nickel, donc une carte de crédit. Carte de crédit. Et cette voiture, je ne la connaissais pas. Il m'a dit qu'il venait de s'acheter la voiture. J'ai dit, j'ai félicité. Je suis même allé plus loin pour lui dire que, mais pourquoi avec ton corps et tout ça, tu achètes... Avec le corps, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il est un peu costaud. OK. Oui, je dis, une Clio, vraiment, avec ton corps, ça ne devrait pas aller. Tu aurais pu même acheter la même voiture que ton épouse. Parce qu'il lui est arrivé de me donner la voiture de son épouse quand son épouse était au Cameroun, que j'ai utilisée. Donc, je lui dis, naturellement, tu aurais pu prendre la même voiture, la 2008, comme ton épouse, pour que ça te... Mais là, la Clio, je trouve un peu serrée, machin et tout ça. Voilà. C'est comme ça, naturellement, comme tu dis à un frère. Et il me dit que non, lui, il voulait quelque chose de sport, machin, tout ça. C'est comme ça qu'on causait. Et arrivé, quand je lui mets le carburant, je lui demande de me déposer devant le Coq Noir. Le Coq Noir. C'est juste à 2 pas. Ouais, à 2 pas. Il me dépose devant le Coq Noir. Et c'est lui-même encore, devant le Coq Noir, qui me dit, bon, je vois que tu as envie de continuer. Moi, c'est parce que je n'ai pas d'argent sur moi pour arriver là où je suis. Sinon, je t'aurais laissé la voiture, j'aurais pris le taxi pour partir, machin, tout ça. Je n'avais même pas besoin, mais comme on ne sait même pas, parce qu'il y a des choses, quand je pense à ça, je me dis, qu'est-ce qui t'arrive même souvent? Non, jusque-là, c'était pas mal la proposition, puisque tu continuais, donc tu avais besoin plus de voitures que lui. Exactement. C'est ça. Et moi, je pensais aller dans le 17e, de l'autre côté, pour continuer un peu la soirée.
Et c'est comme ça que je lui dis, donc, OK, dans ce cas, appelle le taxi Je paye. et tu me dis combien ça coûte, je paye. Et il appelle le Bolt. OK. Moi, je descends de la voiture. Je rentre, je vais prendre une consommation au bar du Coq Noir. Je vois, elle était même là, la patronne. Elle était là ce jour-là. Marie-Christine. Marie-Christine. Je fais coucou. Oui. Marie-Christine était là et je pense même que sa sœur aussi était là, OK. quelque chose comme ça. Oui, Et son fils. Il y avait une fille brune là qui est derrière le comptoir. c'est ça. Je suis resté là au comptoir, j'ai consommé. J'ai commandé à boire. Et lui, il est parti dans la voiture. Il m'a ramené la carte grise. Il m'a dit, bon, voilà la carte grise, machin et tout ça. Donc, demain soir, moi, je dois aller au boulot. Je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Tu as appelé le Bolt. La carte grise et la clé. La carte grise et la clé OK. de la voiture. Et la voiture était garée juste à l'entrée du restaurant. Il me remet la carte grise et la clé. Et il appelle le Bolt. On dit 52 €. D'accord. J'enlève les 52 €, je lui donne. Dès que le Bolt est arrivé, je lui ai donné 52 €. Et il est monté dans le Bolt, il est parti. Et maintenant, quand il est parti, moi, je suis encore resté au bar. Après, j'ai pris la voiture pour aller dans le 17e. Je suis allé chez Kiki. Arrivé chez Kiki, j'ai trouvé mon ami Augustin, le propriétaire du Biblos, et tout ça. Il s'est mis à me bombarder avec les whisky et tout ça. Biblos à Douala? Oui, Biblos à Ah, Douala. il vient ici, il ne m'appelle pas lui. Augustin. OK. Donc, il m'envoie un cas, deuxième cas, moi-même je m'offre. Bref. Ça commence à boire quoi. Et l'alcool, ce n'est pas de l'eau. Ça commence à boire. Et après, je me dis, tiens, je vais aller à Saint-Denis avant de rentrer voir mon petit... Saint-Denis, c'est où? Le petit frère de Kala. À Saint-Denis. Tapis rouge? Non, ils ont ouvert ce jour-ci, on appelle ça maintenant continent, je ne sais plus. Ok, d'accord, je ne connais pas. Donc, il y a le petit là qui joue là-bas à la guitare et tout ça. À l'époque, il jouait là-bas avec un piano. Ok. Donc, je lui dis, OK. Je me dis, OK, je vais y aller. Chemin faisant, je suis en train de rouler pour partir. J'étais même déjà arrivé au restaurant pratiquement. Je me fais interpeller par les flics. Ah ouais, tu as bu. Maintenant, les flics m'interpellent. Quand les flics m'interpellent, ils me demandent des papiers. Je sors mon passeport. Parce que moi, depuis un moment, j'ai abandonné vos histoires de papiers là. Je viens régulièrement en France avec des visas de 4 ans, 3 ans. Ah bon? Ouais. Tu as abandonné ta carte de séjour? Oui, j'ai abandonné. Pourquoi? Je le dis, hein? Pourquoi? Parce que ça ne me disait rien. Je peux venir quand je veux. Ok. Donc, j'ai toujours un visa permanent dans mon passeport. Je sors mon passeport. Je donne mon passeport. Je donne mon permis camerounais. Parce que tu as le droit de rouler avec ça ici. J'ai le droit de rouler pendant 3 mois. Je donne mon permis camerounais. Et je leur dis, ils me demandent, monsieur, écoutez, tel que vous êtes là, je dis, je suis un artiste. J'étais quelque part, j'avais une petite prestation. Après, nous avons bu avec les amis. Mais là où je suis lucide, je peux arriver chez moi. Mais quand je leur dis artiste, je vais dans la voiture, parce que je marche toujours avec mes... Je leur montre. Et puis, subitement, ils me disent, ah, vous faites quel genre de musique, machin, tout ça. On essaie de causer, mais ils me disent que là où vous êtes, on ne peut pas vous laisser rentrer. Vous allez garer la voiture ici et vous revenez le lendemain récupérer la voiture. J'ai essayé de les amener. Ils ont dit non, ils ne peuvent pas me laisser. Et pendant qu'on était en train de causer, voilà un taxi qui s'amène. Il te met dans le taxi. Et dans la précipitation, j'oublie mon téléphone dans la voiture. Je monte dans le taxi, comme j'avais mes trucs entre mes mains qu'il m'avait remis, c'est-à-dire ma sacoche où j'avais tout, la clé de la voiture, ta carte grise et ton passeport. Ma carte grise et le passeport, machin, tout ça. Moi, je suis monté dans la voiture. Je suis arrivé jusqu'à Goussainville. Je suis même monté dans la maison. Goussainville, c'est chez qui? C'est chez ma soeur. Ok.
Je suis rentré, ma soeur n'était même pas là, elle était hospitalisée. Je me suis déshabillé, j'ai dormi. Tu connais les effets. Moi, j'ai dormi. C'est à mon réveil que je réalise que oui, il est 14 heures. Je dois donner à ce monsieur sa voiture à 17 heures. Il faut que je l'appelle là tout de suite pour lui dire ce qui m'est arrivé hier. Quand je vais dormir maintenant pour chercher mon téléphone, Tu ne trouves pas le téléphone. Je ne trouve pas le téléphone. Je dis merde. Je prends donc le fixe de la maison. J'appelle mon téléphone sonne. Mais il est dans la voiture. Et je n'ai le numéro de personne. On n'enregistre plus le numéro maintenant dans la tête, c'est compliqué. Hein? Maintenant, me voilà au 4e étage chez ma soeur. Il y a une dame Douala qui y habite, que je connais bien, Madame Lobet. Je vais la voir. Je dis à Madame Lobet, voilà. Madame Lobet me dit que moi, je n'ai pas trop les numéros, mais j'ai le numéro d'une fille, Henriette. Henriette, c'est la fille de Mamidi. Mamidi qui est à quoi? La sœur de René Medi. Voilà. Ok. Elle me donne le numéro d'Henriette. J'appelle Henriette. J'expose le problème à Henriette. Henriette me dit, elle va chercher un numéro là. En cherchant le numéro, Henriette me donne le numéro de téléphone de mon beau-frère, Epia Mandengue. Epia Mandengue, je me dis que comme il est érodé, ils peuvent avoir, donc j'appelle Epé me dit qu'il n'a pas son numéro, mais il a le numéro de Louise Salka. Attends, là tu cherchais le numéro du monsieur qui a la voiture? Qui a la voiture. Ok. Il va me donner le numéro de Louise Salka. Ah oui, la grande Louise. Il me donne donc le numéro de Louise Salka. Quand j'appelle Louise, Louise même me dit que vraiment, nous sommes dans un forum ensemble. Mais sinon, ce monsieur, moi, je ne veux même plus avoir affaire à lui parce que c'est un monsieur bizarre. C'est mon frère, mais je ne veux plus. C'est Louise qui te dit ça? C'est Louise qui me dit ça. Mais je vais essayer de te trouver son numéro. Et c'est comme ça que Louise me trouve... Le numéro dans le forum. Le numéro dans le forum. Et Louise m'envoie le numéro. Et j'appelle mon frère. Pendant ce temps, je ne sais pas que mon frère a déjà appelé, parce que nous avons un ami commun, Ebodé. Il a déjà appelé Ebodé pour dire à Ebodé, je ne comprends pas. J'ai donné la voiture hier à Charlie, au Coq Noir. Mais il était question qu'il me ramène la voiture ici en fin d'après-midi. Parce que je vais au boulot. Parce que je dois aller au boulot. Mais je l'appelle, son téléphone sonne, mais personne ne prend. Essaye un peu d'aller au Coq Noir pour voir comme tu es à Paris. Et Baudé allait au Coq Noir. On lui a dit oui, il était là, mais il est parti très tôt. Machin et tout ça. Ils sont donc en train d'essayer d'appeler. Le téléphone sonne, mais personne ne décroche. Quand j'ai ce monsieur au téléphone après, c'est lui-même qui me dit « Ouais, mon frère, au moins je t'entends, ça va. » Parce que j'avais déjà peur, je m'inquiétais et tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Comme tu dis, avoir laissé la voiture à tel endroit, moi, je suis déjà en train d'aller au boulot. Laisse-moi, je vais au boulot. Demain, on se donne rendez-vous parce que c'était un samedi. Je lui ai dit, OK, de Goussainville, j'ai un bus qui me dépose directement à la gare de Saint-Denis. Donc, on se retrouve à la gare de Saint-Denis. Je vais appeler Baudé pour qu'on ait une voiture pour aller là où moi, je sais que j'ai garé la voiture. Ça, c'était le lendemain du jour où tu as laissé la voiture. Hein? Le lendemain. Et lui te propose d'aller chercher la voiture 2 jours plus tard. Non. Puisqu'il travaille à 17h. Je dis que ce qui s'est passé vendredi. Comment on appelle ça? Vendredi. OK. Donc, et c'est de vendredi à samedi. De le joindre. C'est samedi que j'essaie de le joindre. Et j'arrive donc à le joindre vers 17h. D'accord. Quand j'ai déjà son numéro. Et lui, il me dit que comme il va travailler, ça ne sert plus à rien. On peut prendre donc rendez-vous le lendemain, dimanche, à 8h du matin, pour aller là où je suis censé avoir laissé... Mais c'est pour ça que je ne comprends pas comment tu laisses la voiture vendredi nuit, bon disons, vendredi nuit, ou bien samedi au petit matin quelque part. Oui. Et toi, tu as dormi, on sait que quand on a bien un coup, on dort, on se réveille. Tu as le monsieur à 17h. Lui, il s'en va au boulot. Il n'a plus le temps d'aller chez la voiture. Mais pourquoi toi, tu n'es pas allé chez la voiture parce que tu avais le temps d'aller chez la voiture à 17h? Je suis en train de dire que quand je me réveille, quand j'ai le monsieur au téléphone, c'est le monsieur lui-même qui te propose de laisser. Qui me dit que
Mbombo, comme tu es fatigué, je sais ce que c'est, machin, tout ça. Donc, ça ne sert à rien de te précipiter, machin et tout ça, monter, descendre. Nous irons demain. Nous irons demain matin pour récupérer la voiture. Et moi, j'ai répondu... J'ai mon bus. J'ai mon bus là, je le prends, on se retrouve à la gare dans un café. Et du café, on va aller ensemble pour là où j'ai laissé la voiture. Okay. Et quand j'arrive à ce café, j'ai appelé Ebodé. J'ai dit, Ebodé, viens avec ta voiture. Ebodé est arrivé. Mais seulement, quand je suis arrivé au café, pendant que moi je l'attendais pour qu'on aille où était garée la voiture, je le vois arriver et il me dit que, bon, mais là où tu m'as dit que tu as garé la voiture, je n'ai pas vu la voiture. Parce que moi j'étais là-bas, je suis venu avec les doubles de clés. Mais j'ai été là-bas, je n'ai pas vu la voiture. Attends Charlie, je suis un peu perdu. Le monsieur, toi, il a dit que vous allez chez la voiture le lendemain dimanche. Toi, tu lui as dit non, moi je vais aller aujourd'hui parce que j'ai un bus qui m'amène. C'est ça? Non. Ou tu as attendu le dimanche? Je suis en train de dire que oui. Nous avons pris rendez-vous. Ah, ok. Dimanche matin. D'accord, donc finalement tu as dormi. Récupérer la voiture. Il ensemble. m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, puisque la voiture était garée. Et comme tu étais fatigué, tu as dû te Voilà, j'ai dit ok. Donc, le matin à 8h, je me suis réveillé. J'ai pris le bus pour aller. Ok, parce que lui aussi, il sortait de son boulot. De son boulot, oui. Et on se retrouvait à Saint-Denis. Et Bodé aussi venait nous chercher. Ok. Donc, quand il arrive, je le trouve, je suis dans le café, je le cherche, il n'est pas encore là. Quand il s'amène, c'est lui qui me dit que là où je lui ai dit que j'avais garé la voiture, lui, il a 2 clés, les doubles de clés. Il est sorti avec les doubles de clés. Il est allé regarder là où je lui ai dit, mais il n'a pas vu la voiture. Je dis, mais comment tu n'as pas vu la voiture? Bon, attendons quand même, Ebodé est en train d'arriver. On va encore aller au même endroit là où je sais que c'est là-bas que j'ai garé la voiture. Attends, Charlie, Alors, tu avais rendez-vous avec lui dans un café. Oui. Pourquoi lui, il a quitté son boulot, il est parti directement sans toi, là où il y avait la voiture, avec le double de la clé, alors que tu étais censé avoir la clé? Voilà, je ne sais pas, puisque moi j'avais une clé. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait les doubles. C'est lui qui vient me retrouver au café et qui me dit que Mbombo, j'ai été là où tu me dis que tu as garé la voiture. J'ai fouillé partout là-bas, j'ai marché là-bas, je n'ai pas vu la voiture. Et quand Ebodé arrive, je dis Ebodé, voilà. Mais essayons quand même, repartons là-bas pour aller voir pourquoi la voiture n'est pas à cet endroit. Okay. Et nous montons donc dans la voiture à 3. Mm-hmm. Il est derrière. Ebodé, moi je suis à côté d'Ebodé. Je suis mal parce que ce garçon m'a donné son véhicule. Et pour moi, j'estime qu'il m'a donné son véhicule de bon cœur. C'est ça. Il n'y avait aucune arrière-pensée dans ce qu'il a fait. Il m'a donné. Et je suis mal. Comment il peut me dire qu'il ne voit plus le véhicule? Mais le véhicule est allé où? Nous sommes dans la voiture. Et c'est lui-même qui me dit, Mbombo, moi je travaille dans un corps médical. Je travaille dans un corps médical. Et les AVC, les machins, j'ai déjà eu. Ce qui était important, c'est que tu ailles bien. Tu es en vie. La voiture, toi et moi, on ne peut pas avoir de problème pour une voiture. Mais pourquoi il a pensé tout de suite que... Attends. Toi et moi, nous ne pouvons pas avoir de problème pour la voiture. Mm-hmm. Donc, cette voiture, on va essayer de chercher. Et si on ne la retrouve pas, les assurances sont là. Je suis assuré tout risque. On va trouver une solution. Voilà les dires de ce monsieur dans la voiture en présence d'Ebodé. Avant que toi tu ailles là-bas, lui, il avait déjà fait un tour. Il avait déjà fait un tour. Et ça, il te rassure dans la voiture avant que vous arriviez. OK. Et nous sommes en train de rouler. J'enlève donc la carte grise. Je lui remets la carte grise. Parce que toi, tu es convaincu que tu as garé la voiture, là, vous allez trouver la voiture. On va trouver la voiture. Je lui remets la voiture. Et les doubles de clés que j'avais, j'étais en train de vouloir même lui remettre les doubles de clés. Mais quand nous sommes arrivés là où j'étais censé garer la voiture, on ne voyait pas la voiture. Et lui, il devait aller travailler. C'est là où il me dit que Mbombo, comme moi j'ai les doubles, moi je garde les doubles. Toi aussi garde les autres doubles. Comme tu continues à chercher avec Ebodé. Mm-hmm. Donc je te laisse les doubles. Oui, ça, dès que tu as la voiture, tu peux démarrer. Tu peux démarrer. Mais moi je pars avec la carte grise. Mm-hmm. Et c'est ce qui a été fait. Il est parti avec la carte grise, avec une des clés. Moi, je suis resté avec une clé.
Et Baudé et moi, nous avons essayé de tourner aussi partout. Mais c'est bizarre cette histoire parce que si tu lui remets la carte grise, il te laisse le double de la clé. En te disant que Mbombo, si tu retrouves la voiture, il faut que tu aies le truc. Et pourquoi il ne te remet pas la carte grise avec? Voilà. Il a gardé sa carte grise. Pour lui, je devais juste récupérer la voiture, garer quelque part et l'appeler pour lui dire que j'ai récupéré la voiture. Oui, mais quelqu'un ne peut pas démarrer la voiture sans carte grise. Voilà. Non, lui, il a gardé la carte grise. Je lui ai donné la carte grise. Devant Ebodé, il a pris la carte grise. Il est parti avec la carte grise. Il a sa carte grise jusqu'aujourd'hui avec lui. Moi, je suis resté avec les doubles. Et Ebodé et moi, Dieu seul sait que nous avons essayé parce que je me suis dit que dans les alcools, peut-être que là où je pense avoir garé la voiture, ce n'est pas là, j'ai garé ailleurs. Okay. Mais comme c'est mon frère, nous allons trouver une solution parce que c'est pas... Je vais faire. Est-ce que vous êtes reparti faire un tour encore après dans le quartier? Nous avons fait plusieurs tours. Et nous sommes donc arrivés d'un commun accord. On s'est dit que on se donne. Parce que moi, j'y allais, hein, même sans lui. Oui. Tu comprends? Même un de mes amis français m'a amené là-bas sans Ebodé parce que je n'arrivais pas à comprendre. Et on essayait d'appeler. Il me dit qu'il a déjà appelé la fourrière. Il a fait ceci. Je suis allé jusque chez les gars qui font le taxi, là, pour essayer de voir... Voilà le taxi qui m'a transporté à tel... Est-ce qu'avec sa carte grise, vous êtes allé au commissariat? Parce que je pense qu'avec la carte grise et le numéro... Je suis en train de dire que je suis même allé au commissariat. Parce que quand j'allais au commissariat, donc je n'avais pas la carte grise. Mais je suis allé au commissariat pour dire que voilà, j'ai été victime d'un contrôle comme ça. Et je l'ai appelé pour le lui dire. Il m'a dit que, OK, lui, il va passer là-bas avec la carte grise pour faire ceci, machin. Il m'a rappelé pour me dire que il a été dans ce commissariat, le commissariat de Gonesse. Parce que pour moi, je me disais que ça devait être dans les alentours, dans les parages. Oui, dans le quartier où la voiture était garée. Voilà. Oui. Et on s'est dit que dans 3 jours, si on ne retrouve donc pas la voiture, nous allons aller porter plainte à la gendarmerie. On va déposer une plainte pour qu'on trouve la voiture. À moto. C'est Ebodé qui me dit que... Au micro. Ouais, c'est Baudé qui me dit que à moto, fais attention. Parce que le gars là, la façon dont il me parle derrière, je ne comprends plus. Il y a quelque chose. C'est comme si on est en train de vouloir te monter un coup. Et moi, naturellement, je dis à Baudé, mais quel coup? C'est mon petit. Ouais, c'est un gars de confiance. Il va monter quel coup? Et s'il te plaît, entre-temps, ma soeur m'appelle des États-Unis. Je dis à ma soeur que ça ne va pas. Comme tu vois, malchance. Il y a un gars qui m'a donné sa voiture. J'avais bu un petit verre, mais on ne retrouve pas la voiture, machin, tout ça. Ma soeur me dit, mais comment, donne-moi le numéro. Ma soeur, je lui donne le numéro. Ma soeur appelle le gars. Et le gars rassure à ma soeur en disant que, oh non, les gens sont en train de vouloir me monter, machin, tout ça, mais je ne peux pas avoir de problème avec Charlie. Ma soeur me rappelle pour me dire que, gars, reste tranquille, on va trouver une solution. Moi, j'ai même dit au gars là que si les assurances se remboursent et qu'ils ne remboursent pas tout, même s'il fallait que moi, je t'avance de l'argent pour que tu rembourses. Ah, ça, c'est si une tu bonne n'as pas, sœur. oui, que tu n'as pas, je vais t'avancer de l'argent. Et ta petite sœur? Ma grande sœur. Ah, ça, c'est une grande sœur de valeur. Voilà, tu vas rembourser. Et elle était contente en me disant que calme-toi, machin. C'est des choses qui peuvent arriver. On peut voler, tu peux garer la voiture, on la vole. Hein. Il a parlé à ma sœur. Ma sœur se disait que... Il l'a rassuré. Là, tu as vraiment eu des amis, mais ça, c'est un ami. Il a rassuré ma sœur. Mais à ma grande surprise, pendant que moi j'attends, en me disant que bon, on doit aller au commissariat, 3e ou 4e jour, j'étais avec Ebeni Junior, avec sa copine. Le téléphone d'Ebeni Junior sonne. C'est ce garçon qui est en train d'appeler Ebeni Junior. Et Ebeni Junior avait ouvert le téléphone. Mais comme ils avaient déjà l'habitude de parler derrière sans que je ne sache, Ebeni, sachant qu'il risque de sortir quelque chose dont moi je vais être au courant, que même lui, Ebeni, qui marche avec moi là, il est dangereux. Donc, tout de suite, Ebeni dit,
Non, je suis avec lui là. Si tu veux, je te le passe, machin. Oh. Il me passe le téléphone. Et c'est là où ce garçon me dit que bon, oui, moi je t'appelle parce que finalement, j'ai été à la gendarmerie. Il allait tout seul? Tout seul. Ok. Et il parle comme ça. Et Béni, écoute. Hein. Il a porté plainte contre qui? Mais il dit qu'il a porté plainte contre X. Contre moi. Ah, ok, d'accord. Soi-disant, je ne sais pas. Mais il dit ce que lui, il a sorti de sa bouche à la gendarmerie. Il dit que lui, il sort de la gendarmerie et il ne voudrait pas que je sois surpris parce que la gendarmerie va me convoquer parce qu'il a porté plainte et il préfère me dire ce qu'il a. Il a dû mentir à la gendarmerie parce que par rapport à son assurance et tout ça, il a dû mentir. Et Béni est là, il écoutait. Parce qu'en attendant, quand il appelait et Béni n'était pas censé savoir que tu étais là. J'étais là. En fait, c'est comme si tu les as attrapés, quoi. Voilà. Mais quand Béni a su, Béni m'a passé le téléphone, et il est obligé donc de raconter son histoire. C'est ça. Et il raconte son histoire, et Béni est là, il écoute. Il dit que lui, il a été obligé de mentir. À la gendarmerie, il a dit que j'étais chez lui. Nous sommes allés faire une virée. Et au retour, quand nous sommes arrivés chez lui, il a laissé ses clés. Et moi, je me suis réveillé dans la nuit. Je suis allé là où il avait laissé ses clés. J'ai pris ses clés et je suis parti avec la voiture et je ne suis plus revenu. Ah, ça c'est ce qu'il allait dire au commissariat. C'est ce qu'il allait dire au commissariat. Ah ouais, donc il t'a accusé d'avoir volé au commissariat. Il m'accuse donc, ce qu'on lui a dit de dire, c'est que il a pris quand tu dormais. Donc tu as volé. Donc tu lui as volé ses clés. Prendre sans permission, c'est volé. C'est volé, oui. Tu comprends? Donc lui, il dormait et nous sommes allés chez lui. Quand nous avons fini notre virée, il a laissé les clés à un endroit où il a l'habitude de laisser les clés. Et moi, dans la nuit, je me suis réveillé pour prendre les clés. Et je suis parti avec la voiture. Vous en êtes où maintenant avec ce problème-là? Attends, je suis parti avec la voiture. Et d'après ce qu'eux, ils disent, déjà, une voiture que je ne connais pas, c'était ma première fois de monter dans cette voiture. C'était ma première fois de conduire cette voiture. Et je suis parti de, comment vous appelez ça? Du Coq Noir. Du Coq Noir. Dans le 17e. Dans le 17e chez Kiki. Et Saint-Denis. Avant d'aller Saint-Denis. Et c'est à ce moment-là que je suis allé vendre le véhicule ou que j'ai volé le véhicule. Non, mais apparemment, tu es en business avec les Romains. Donc, et pire, ah, mais Dieu rit. Parce que je découvre un grand frère qui est dans le beau là-haut. Ouais, le P, non, attention. Le P, c'est que il parle et Béni est là. Il dit que lui, il a été obligé de mentir pour les assurances. Et moi, je lui dis, mais que tu n'avais pas besoin de mentir. Tu m'as dit que la voiture... Non, il t'a accusé. Que la voiture était assurée tout risque. Donc, il n'y a pas de raison. Tu dis qu'on l'a perdu, tu as garé. Tu as garé, on n'a pas retrouvé la voiture et on gère. En vrai, mais c'est quoi cette histoire? Et moi, je rigolais. Je me disais, OK. Il a dit, je lui ai dit, OK. Comme on était censé aller à la gendarmerie ensemble, maintenant que tu es allé à la gendarmerie et que tu as donné ta version... J'irai aussi. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je vais donc attendre d'être convoqué par la gendarmerie parce que ça ne sert plus à rien. Tu comprends? Moi, je vais attendre d'être convoqué par la gendarmerie et je donnerai ma version des faits à la gendarmerie. Et je suis parti. J'ai été seulement surpris que je pars donc à Genève, pas à Genève, je vais d'abord à Nantes, j'avais un spectacle à Nantes. Je vois sur Facebook qu'il y a une de mes nièces là qui fait les machines de... Ta nièce, tu as une nièce TikTok? Oui, elle est TikTok, elle est quoi, je ne sais même pas. Mais c'est ta nièce? Elle mangeait chez nous, oui. Pas ma nièce, ma cousine même. Ok. C'est ma mère qui l'a élevée. Elle a habité chez ma mère, elle a commencé. Elle s'appelle Kala. Elle fait un truc en Douala, machin et tout ça, qui est présent tout le temps dans vos histoires de machin là.
Dans nos histoires. Ouais. Donc, je vois... comment il s'appelle? Le monsieur qui... Le monsieur le en propriétaire question, de la voiture. oui, a déjà pris... Ta nièce. Non seulement ma nièce, a déjà pris un autre monsieur que j'avais éliminé auprès de moi. Au nom de comment il s'appelle encore? Edjangé. Que ce monsieur, tout le monde le sait ici, partout, quand je venais ici à Paris, partout où j'allais, il était toujours à côté de moi. Il me conduisait partout. Et ils font quoi alors ensemble? Mais à un moment, j'ai compris que ce n'était pas une fréquentation pour moi parce qu'il abusait. Ça, j'ai compris, Charlie. Je veux qu'on reste sur la voiture parce que là, maintenant, tu commences à me citer tes ennemis. Là. Non, donc, je ne suis pas les ennemis. Il fait le test de aide-moi à détester. Donc, il prend quelqu'un avec qui je ne t'entends plus pour mais amener c'est de ça ta nièce. que je parle. Il prend donc ce Edjangé. Ils vont donc faire un direct. Chez ta cousine à toi? Chez ma cousine à moi. Où il me traite donc de tous les noms d'oiseaux. Où je suis devenu un voleur. Où le Edjangé dit que c'est terminé pour ma carrière. Je ne pourrais plus rien faire dans ma vie. Je ne pourrais même pas chanter à Pongo. C'est terminé. Charline et le machin. Une histoire abracadabrante. C'est-à-dire, je ne comprenais plus rien. À cet Edjangé, qu'est-ce que j'ai fait à cet Edjangé? Je ne sais pas. Je suis seulement surpris qu'il soit remonté comme ça. Il me sort des choses. Et comme si cela ne suffisait pas, il va encore prendre un autre qu'on appelle Manu Georges. Il rentre dans le bal et... Ton cousin ou c'est Banen ou quoi? Mon cousin? Banen, oui. C'est qui encore ceux-là? Manu Georges. Il est Banen comme toi. Donc, il rentre... Mais je souffre avec vous, hein. il rentre dans tu la... vas pas faire les trucs que Béga te met venu et flancher si. Je dis qu'il rentre dans le bal pour me descendre. Et comme si cela ne suffisait pas. Mais attention, moi je rigole là, mais comme si cela ne suffisait pas, ils appellent... Où c'est les influenceuses, ou machin, Eric. Il dit que moi, oui, je l'ai vu chez Lolita, le direct. Voilà, et que moi, Nélé. Et il va jusqu'à mentir, avoir le courage même de faire un direct, faire des simulations en disant que ben voilà, c'est ici que je garde mes clés. Il a pris mes clés ici. Une voiture qu'il m'a donnée devant. Mais Charlie, moi j'ai envie de savoir, depuis lors, qu'est-ce que tu as fait? Non, je n'ai rien à faire. Tu n'as rien fait? Tu n'as pas porté plainte pour diffamation, rien? Vraiment, comme je suis là, j'ai porté plainte pour diffamation. Voilà. Et j'ai porté plainte contre Edjangé, Manu Georges, ou c'est Lolita la baronne que tu appelles. Ah, tu as porté plainte contre Lolita? Oui. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Mais elle a dit que j'étais voleur de voiture. Est-ce que c'est Lolita qui l'a dit ou elle a dit qu'on a Elle l'a dit en direct, Charline est le voleur de voiture. Tu as la vidéo? C'est là, sur Facebook. Aujourd'hui, il y a même des visas qu'on pourrait ne pas me donner. Parce que quand tu tapes sur Charline, tu vas voir une vidéo de Lolita. Où Lolita est en train de dire que Charline est le voleur de voiture. Maintenant, elle aurait dit à mon avocat qu'on est aussi venu lui dire. Ton avocat l'a appelé? Oui. Non, c'est elle qui a appelé l'avocat. Parce que moi, j'ai porté plainte au comment tu appelles ça? En Suisse? Non, pas seulement en Suisse, dans votre histoire internationale, là. Comment on appelle ça? Ah, je ne sais pas, moi, on continue. Oui, c'est international, là, quand okay. Oui. On peut te rechercher dans le monde entier. Et tout ça. Interpol. J'ai porté plainte partout là-bas. Ah bon? Oui, tout. J'ai tout un dossier. Donc, Lolita est recherché par Interpol. Je ne suis pas seulement venu avec le dossier ici. Tu aurais dû me ramener tout le dossier là. Je ne suis pas seulement venu avec le dossier. Attention, ce n'est pas une histoire. Non, mais je rigole, franchement. Là, par contre, je rigole, mais ça ne fait pas rigoler. Oui, parce que tu ne peux pas comprendre que tu aies mangé avec quelqu'un. Tu ne lui as rien fait. C'est une histoire de véhicule. Ce qui m'est arrivé aurait pu lui Charlie, arriver. je suis d'accord avec toi. Mais qu'il soit capable, qu'on règle le problème en frais, mais qu'il soit capable d'aller dans les médias, aller plus loin, aller même jusqu'à insulter ma femme, porter même atteinte à mes enfants, pour dire que mes enfants ne pourront plus marcher la tête haute au Cameroun. Oui, parce que le papa est traité de voleur. De voleur. Oui, c'est une grosse tâche. Alors, vous imaginez?
Quelqu'un avec qui tu as mangé dans la même assiette. Qu'est-ce que j'ai fait à ce garçon pour Regarde en ici, arriver là? quand tu dis ça, parce que là, c'est comme si tu me regardes. Non, Il mais faut c'est lui vrai. dire le message ici. Oui, qu'est-ce que j'ai fait à ce garçon pour en arriver là? Avoir ce cœur dur, salir mon nom, alors qu'il connaît la vérité. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que je lui ai fait? Alors on l'avait envoyé comme un pion à côté de moi. Parce que c'est vrai, j'arrive pas à comprendre. Il connaît la vérité. Je fais quoi avec sa voiture? Pourquoi il me donnait la voiture de son épouse? Je restais une semaine avec la voiture de son épouse. Et je ne suis pas allé la vendre. Mais une Clio que je conduis un seul jour, même pas quelques heures. Une Clio neuve en plus, il Oui. veut la prendre. Je vais faire quoi avec? Lui-même, il a dit que la voiture était une voiture gagée puisqu'il a pris la voiture à crédit. Ça sent la magouille à 100%. Alors, tu vas vendre une voiture qui est gagée et tu vas vendre une voiture sans carte grise. Lui, il a la carte grise. Il a les doubles de clés. Moi, j'ai toujours la double de clés, là. Et puis, ce que je ne comprends pas, c'est que je ne comprends pas, pourquoi quand il te donnait, excusez-moi, je vous connais, je n'ai pas le permis, je ne conduis pas, mais je rentre dans les voitures depuis que j'ai 2 ans. Alors, la carte grise, moi, je sais qu'on la met toujours dans la boîte à gants. Oui. Avec son dossier. Pourquoi ce monsieur, une voiture toute neuve, il te donne la clé et il te remet la carte grise? La carte grise, normalement, on la laisse toujours. Non, mais puisque aujourd'hui, le dossier de véhicule... Parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Aujourd'hui, le dossier de véhicule et assurance et tout ça, on faisait le dossier avant parce que et l'assurance... Il y avait tout dedans. Il y avait tout dedans. Et dans la carte grise, mais on retrouve aujourd'hui, tout maintenant, ça. il n'y a plus de... Il n'y a que juste la carte grise. Mais pourquoi Quand on tape... Mais il a voulu me dire que voilà, la carte, c'est normal. Il a pris la carte grise dans la boîte à gants. Il m'a dit, tiens, je te remets la carte grise. Mais pourquoi il ne l'a pas laissé là-bas? Non, parce qu'en même temps, tu pouvais la perdre dans non, il me l'a remise. Pourquoi je vais la perdre? Même moi-même, quand je donne le véhicule à quelqu'un, tu donnes la carte je peux aller, je prends le dossier, je lui dis que le dossier est dans la boîte à gants. Moi, je sais que ou je lui dis que le dossier est au-dessus de tout, oui. Voilà, donc c'est quelque chose de naturel, il n'y a rien de mauvais en cela. Mais ce que moi, je vais poser comme question... Pose-lui la question là. Qu'est-ce que j'ai fait à ce garçon pour vouloir me salir jusqu'à ce point? Et pourquoi vous, en tant que des frères... Et même si il a été monté par des gens, lui qui connaît la vérité, pourquoi il ne vient pas, il dit, gars, excuse-moi, j'étais dans, mais je ne comprenais plus. C'est vrai, ça allait à une vitesse où je ne comprenais plus. Mais vraiment, excusez-moi, normalement, et qu'on s'asseye, que de chercher à s'entêter alors qu'il connaît la vérité. Au point de vouloir dire même que Charlie Nelly ne mettait plus ses pieds à Paris, c'est fini. Encore, je vais vous dire, je suis dans la voiture, chez moi au Cameroun, avec un jeune frère, Niassam Soso. Quand Soso a appelé ce garçon pour lui dire que Charlie Nelly, que tu fais ça, tu n'as pas honte. Il s'est mis à insulter ce garçon. Quand Edjangé a su que Soso était en train de très mal parler à Charles, il a pris son téléphone, il a appelé Charles. Mais seulement quand il appelle Charles, moi je suis dans la voiture. Et quand il appelle Niassam Soso, moi je suis dans la voiture. Et Niassam Soso met le chorus. Et tu entends tout? J'entends tout. Et c'est cet Djangé qui est en train de parler de moi à Niassam Soso, en disant à Niassam Soso que, dis donc, toi, tu ne sais pas. De toutes les façons, Charlie ne peut plus se remettre ses pieds ici. Moi, je vais te dire comment ça s'est passé. Parce que le business, ça, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je vais te dire, c'est les Romains qui font ce business. Donc, quand tu viens avec la voiture, ils viennent avec le conteneur. Ils ramassent la voiture, ils s'en vont et ta voiture se retrouve en Roumanie. Ou en Roumanie, je ne sais pas, ailleurs. C'est le business des Romains. C'est Edjangé qui est en train de dire ça à Soso. Je suis à côté. Je connais les Romains? Non. J'ai déjà même un jour dit bonjour à un Romain en route? Non. Et est-ce que c'est entre 23 heures que ce garçon m'a donné sa voiture pour me dépanner? Que tu as et trouvé 1 heure du matin que j'ai trouvé le Romain? Ouais. Et je suis donc tellement imbécile
Au point où ce qu'il dit là, que lui, il dormait. Et moi, je me suis levé, je suis allé prendre les clés de sa voiture. Alors que vous êtes que deux dans la maison. Alors que nous sommes que deux dans la voiture. Quel est ce voleur qui va voler, sachant qu'on va découvrir que c'est lui qui a volé? Aucun. Bon, Charlie, je pense qu'on s'est tapé 1 heure là. Tu as beaucoup de choses à dire. Ah, vraiment, je veux que tu mimes un peu la chanson, ton dernier single, s'il te plaît. On va quitter sur ça. Mon dernier single. Tu viens de sortir quelque chose là, non? Oui, oui. Yende dinana lema comme dinana di tondone. Dinana lindolo e. Ndejende kama kakote tene sanja. Ça veut dire quoi? Na wedi telu mende tumbwa nenje. Ah. Mbana wedi telu mende tumbwa nenje. Tolambo. Na wedi telu mende tumbwa nenje. Tolambo. Mbana wedi telu mende tumbwa nenje. Tolambo. Mais voilà. Merci. En tout cas, merci. C'est toujours un plaisir de t'avoir ici. Je veux bien que tu expliques c'est quoi ce single-là. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Ben, tu as vu le titre, Icône. D'accord. Icône veut dire jalousie. Ok. C'est-à-dire, j'ai tellement eu des coups bas. Mm-hmm. Mais Dieu a voulu au moins qu'aujourd'hui... Des choses se dévoilent. Non, que je puisse connaître qui sont véritablement mes ennemis. Ce ne sont pas seulement les Tintins là, qui m'ont accusé de tout. Les quoi? Là. Les Tintins qui m'ont accusé de tout. Là. Ce ne sont pas seulement eux. Mais seulement, ils m'ont permis de découvrir qu'autour de moi, il y en a qui sont là, plusieurs. Comme des crabes. Comme des crabes. Ils n'attendaient que ça. Parce que quand on vient te dire que ton frère a fait ceci, quand tu connais ton frère, tu vas dire non. C'est pas ça, possible. Il peut, mais ça, c'est pas lui. Mais quand tu embrasses cette histoire en disant « Oh, c'est fini », dis donc, c'est pour ma petite veste que je porte que ça vous dérange. Donc cette chanson-là, c'est cette histoire qui t'a inspiré? Oui, je ne saurais pas, je vous dirai pas le contraire, puisque j'ai parlé de jalousie. Ok. Oui, et j'ai même été plus loin pour dire qu'ils ont voulu me faire porter un manteau qui n'est pas le mien. D'accord, qui est le manteau de voleur. Heureusement que Yahweh est là. Amen. Mm-hmm. Merci Charlie Nelé, c'est toujours un plaisir. Et que Dieu continue à protéger ton histoire de Suisse là. Si elle pense que c'est pas mon histoire de Suisse, c'est quoi mon histoire de Suisse? J'ai pas une histoire en Suisse. C'est quoi? Comment elle s'appelle? Ah, tu parles de Lolita? Ouais. C'est pas elle que tu appelles l'histoire? Oui, moi je dis que Dieu continue à la protéger si elle pense que ce qu'elle a fait est bien. Mais Dieu est là pour juger. Et il faut faire attention. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. En tout cas, merci d'être venu. J'espère que je te reverrai bientôt dans un autre podcast avec une très, très belle thématique de parler des trucs un peu pas très jolis. Merci à Bruno Ducoumé parce que je crois que c'est Bruno qui a ramassé que tu sois ici. Merci à lui. Non, ce n'est pas seulement Bruno Ducoumé. Il y a Belkatobi. Il y a Ernest Siadio aussi. Il y a Ernest Siadio c'est vrai, à qui je fais un gros coucou parce que c'est mon jeune frère et un très, très grand monsieur. Le PDG de Morin qui me parle. Oui, c'est un très, très grand monsieur. Et je vais terminer tout en disant que avec un petit acapella. Voilà. Mais pas la femme. Hein. Non, pas parce la femme. Merci mes loulous d'avoir suivi ce podcast qui vous a été offert par Morin Kimpari et présenté par Sol Aïcha. Allez, vas-y à toi. Bignolangwe basingedi bamna loba moto ndimba. Bignolangwe basingedi bam Aïcha na loba moto ndimba. Na langue babo. Langwe basingedi bamna loba moto ndimba. Na tomoto olonge asimende tukwanje ateseno nyulam. Amen. Loba moto ndimba. Wa molango ya basingedi bamna loba moto ndimba. C'est porteuse de messages maintenant. Ciao, mes loulous, à bientôt.